Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Après plusieurs reports, les élections législatives se tiendront le 10 mars 2019 en Guinée-Bissau. Ce scrutin est censé dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. En République du Congo, la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole a débuté ce mardi 5 mars. Elle concerne plus de 2 millions d'enfants âgés de 9 mois à 12 ans. Et puis découverte d'un groupe d'écrivains égyptiens qui tentent de trouver l'inspiration dans le calme du désert. L'équipe a déjà organisé 12 retraites dans différentes régions d'Égypte avec la participation de près de 100 écrivains. Mais tout d'abord, 76 partis politiques ont été dissous en Mauritanie, une dissolution conformément à la loi sur les partis politiques votée en 2018. Cette loi prévoit la dissolution de tout parti politique qui participe 2 fois consécutives à une élection municipale sans atteindre 1% des suffrages exprimés. Ainsi, le pays ne compte plus que 28 partis au lieu de 107. Les formations politiques qui tombent sous le coup de la loi sur les partis appartiennent à la fois à la majorité et à l'opposition. En Guinée-Bissau, les électeurs se rendront aux urnes lundi 10 mars 2019 pour désigner de nouveaux députés, plusieurs fois reportés. Ces élections législatives sont donc censées dénouer la crise politique que traverse le pays depuis 2015. Autre enjeu de ce scrutin, la confrontation entre les 2 protagonistes de cette crise, à savoir José Mario Vaz, l'actuel chef de l'État, et Domingos Simões Pereira, ancien Premier ministre et président du parti majoritaire, le PAIGC. Siam le Victoria Sedji. Les législatives en Guinée-Bissau auront lieu le 10 mars dans un climat de tension et de méfiance. D'un côté l'opposition et de l'autre les nombreuses dissidences au sein du parti dont est issu l'actuel président José Mario Vaz, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dirigé par Domingos Simões Pereira. Limogé le 12 août 2015 de son poste de Premier ministre, l'ancien allié du chef de l'État est aujourd'hui l'un de ses principaux adversaires. Ça va être très difficile pour le président. Il sera encore une fois très vulnérable. C'est un président très précaire, aussi bien pour les actions ordinaires que pour les échanges politiques qu'il pourrait briguer. La confrontation entre ces principaux acteurs de la scène politique bissau-guinéenne est un des enjeux majeurs de cette campagne. Le scrutin du 10 mars devrait remettre en jeu le mandat des 102 députés de l'Assemblée nationale populaire. Toutefois, le PAIGC, parti majoritaire, pourrait l'emporter et reconduire de facto l'ex-premier ministre limogé. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aller dans la Constitution pour voir le rapport de force entre le Premier ministre et le Président, ou peut-être entre l'exécutif et le législatif, pour voir comment est-ce qu'on peut rééquilibrer ça. Depuis plusieurs mois, les frondes dans la sphère politique n'ont cessé de se multiplier. La Commission nationale électorale a récemment autorisé les électeurs dont les noms ne figurent pas dans le fichier électoral informatique du scrutin. Le PRS, Parti du Renouveau Social, premier parti de Guinée-Bissau après le PAIGC, dénonce une tentative de fraude. Vers la fin du suspense en République démocratique du Congo, les plateformes de l'ancien président Joseph Kabila et du nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi optent pour un gouvernement de coalition. Le FCC et le CAJ se disent favorables à un gouvernement de coalition. La semaine dernière, le nouveau président Félix Tshisekedi avait assuré que la majorité parlementaire restait à identifier alors que son prédécesseur Joseph Kabila l'a revendiqué pour sa coalition, le FCC. Un consensus a été trouvé. Les 2 partis annoncent la nomination à venir d'un formateur de ce gouvernement avec un Premier ministre issu de cette majorité parlementaire. On en sait un peu plus sur l'affaire des 11 soldats tués en 1994 en Gambie, et ceci grâce aux auditions menées par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. L'ex-sergent de l'armée gambienne, Aladji Kandji, a en effet avoué avoir tué 2 de ses soldats ce jour-là. Les précisions de Ange Bijounomegno. La Gambie lève le voile sur la mort des soldats tués en 1994. Suite à une audition, l'ex-sergent de l'armée gambienne, Aladji Kandji, avoue avoir tué 2 des 11 soldats dans la journée du 11 novembre 1994, juste parce qu'il en avait reçu l'ordre. Selon la version des faits passés, ces soldats ont été tués suite à un coup d'État mené contre l'ancien président Yahya Jammeh. J'ai reçu ordre d'ouvrir le feu sur eux et de causer leur mort.
et nous avons tiré sur eux. Ma rafale a touché les 2 soldats. C'était rapide. Ils en sont morts. Pour les acteurs de la société civile gambienne, les révélations de l'ex-dignitaire est un nouveau pas dans le processus de réconciliation. D'autres personnalités de l'ancien régime ont également fait l'objet d'auditions et de poursuites judiciaires. Moi, j'applaudis ici le président Adama Barrow parce que pour moi, c'est une prouesse d'avoir réussi à maintenir les anciens dignitaires du régime de Jammeh comme ça et les emmener à venir témoigner et à entendre des témoignages horribles. Aladji Kani vient dire à la face du monde entier qu'il a tiré à bout portant sur ses anciens compagnons. Il est entendu pour l'instant comme un témoin. Vous le savez comme moi que c'est une commission. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal, mais tout porte à croire qu'effectivement, à travers cette commission, il y aura de nombreuses personnes qui seront traduites en justice pour répondre de leurs actes. Parvenu au pouvoir par un putsch en 1994, Yahya Jammeh s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Barrow. En République du Congo, le gouvernement s'engage à lutter contre la rougeole et la rubéole. Plus de 2 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans vont être vaccinés à travers la campagne nationale de vaccination. Le but de cette campagne de 2019 est de réduire d'au moins 20% le taux des enfants non vaccinés. Reportage à Brazzaville où la campagne a démarré ce mardi avec notre correspondant Deva Panzo. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a officiellement lancé la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole ce mardi 5 mars 2019 à l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez à Brazzaville. Cette campagne qui court jusqu'au 9 mars 2019 va permettre de vacciner plus de 2 millions d'enfants sur l'ensemble du territoire national. C'est une maladie qui cause beaucoup de morts aux enfants. Donc nous voulons demander aux mamans d'amener leurs enfants au centre le plus proche pour leur faire vacciner, afin de les protéger contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne nationale de vaccination ne concerne que les enfants âgés entre 9 mois et 14 ans. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique mondial d'élimination de la rougeole et la rubéole 2012-2020. C'est une campagne prélude à l'introduction du vaccin dans la vaccination de routine. C'est-à-dire que la vaccination ne s'est pas arrêtée. C'est une occasion de relancer cette vaccination de routine parce que si nous avons élargi la cible jusqu'à 14 ans, c'est pour rattraper certains enfants qui n'avaient pas été bien vaccinés. Madame la ministre l'a rappelé. Plus de 8000 acteurs seront déployés dans les départements et districts pour la mise en œuvre de cette opération destinée à 43% de la population congolaise. Notons qu'entre 2015 et 2018, la couverture vaccinale est passée de 69% à 75%. Le but visé en 2019 est de réduire de moins de 20% le taux d'enfants non vaccinés. Une retraite loin de la ville pour trouver l'inspiration. Depuis 2017, un groupe d'écrivains égyptiens se rend dans les différents déserts d'Égypte pour mieux s'exprimer. Pour cette année 2019, c'est le désert dans le nord-ouest du Caire qui a été choisi comme refuge. Marcel Farbamaroun. Des kilomètres parcourus pour atterrir dans un écolodge situé en plein désert dans le nord-ouest du Caire en quête d'inspiration. Voilà le défi relevé par ce groupe de romanciers égyptiens. En choisissant de s'éloigner du tohu-bohu quotidien de la ville, ces auteurs, une douzaine environ, cherchent également à trouver le courage et la confiance pour pouvoir mieux s'exprimer. J'aime écrire, je n'aime pas lire, mais j'aime écrire et exprimer ce qui est en moi. C'est bénéfique pour moi parce que je veux apporter aux autres ce qui est en moi. Ça apaise. Je veux faire ressortir toutes mes idées et les placer toutes devant moi. Cette retraite, loin de la ville, est pourtant devenue fréquente depuis 2017. Elle a, en effet, été pensée et conçue par la romancière égyptienne Ouda Anwar suite à une expérience personnelle lors d'une visite au mont Sainte-Catherine. J'ai compris la valeur de l'effet des lieux sur l'écriture lors de mes voyages à Sainte-Catherine. Mes voyages à la montagne et dans des lieux dépourvus de tout aspect artificiel ont eu un effet bénéfique sur moi, ce qui m'a fait prendre conscience de l'effet que tels endroits auraient sur d'autres personnes. 12 retraites au désert se sont déjà déroulées dans différentes régions d'Égypte avec la participation de près de 100 écrivains. En plus de la publication de près de 20 ouvrages, ces auteurs ont formé un club qui fournit une aide à la publication à de nouveaux membres.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.